RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Thibaut Martelin, le président du syndicat des exportateurs de minerais. Thibaut Martelin, directeur des Mines Ballandes également et président du syndicat des exportateurs de minerais, vous le disiez, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation avec enfin une bonne nouvelle dans le secteur du nickel, puisque à la Bourse des métaux de Londres, les cours se sont envolés à leur plus haut niveau depuis 5 ans. Ils sont environ à 18 000 dollars la tonne lundi. C'est une tendance que l'on observait déjà depuis plusieurs semaines ou est-ce qu'elle est vraiment surprenante ? Alors il y avait eu une première embellie en début d'année où on avait vu une tendance haussière, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Un redécrochage en fait en juin et puis depuis mi-juillet, effectivement, le LME se renforce. Alors il y a 2 événements déclencheurs de cette forte hausse. L'arrêt des exportations de l'Indonésie, la fermeture d'une usine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais l'élément essentiel déclencheur, c'est surtout la position de l'Indonésie. Ça a un peu surpris cette décision de l'Indonésie d'arrêter les exportations. Alors ça confirme une nouvelle fois en fait que le marché du nickel est totalement imprévisible et particulièrement les décisions politiques indonésiennes puisque lors de la premier ban mis en place en janvier 2014, personne n'y croyait vraiment, de même que personne n'avait vraiment anticipé qu'il serait assoupli en 2017. Donc cette décision est assez soudaine. Il y avait eu des premiers prémices en fait courant juillet qui avaient commencé à inquiéter les acheteurs chinois. On l'avait remarqué sur les prix spot donc de minerais avec le non-renouvellement de quotas export depuis l'Indonésie. Cet arrêt des exportations de l'Indonésie, c'est confirmé maintenant, c'est sûr? C'est au 31 décembre qu'il va arrêter les exports? Alors c'est annoncé. Maintenant, on verra au 1er janvier si effectivement plus aucun bateau n'en sort. Pour l'instant, d'après ce que j'en sais, en août, l'Indonésie a tout de même exporté 2,5 millions de tonnes vers la Chine, ce qui en fait un mois record depuis ces 2 dernières années. Les motivations de cet arrêt des exportations qu'ils avaient déjà faites effectivement il y a quelques années, qu'est-ce qui motive le fait d'arrêter aujourd'hui d'exporter du nickel de la part de l'Indonésie? Alors ça, c'est plutôt à eux qu'il faudrait le demander. Encore une fois, cette décision est assez soudaine et a pris un peu tout le monde de court. De ce qu'on a pu en lire, en fait, ils souhaitent aujourd'hui pouvoir concentrer le plus de valeur ajoutée sur leur territoire, étant donné que c'est un immense territoire, très peuplé, de 160 millions d'habitants, et ils annoncent vouloir truster l'industrie jusqu'à la fabrication de batteries électriques, peut-être même jusqu'à la fabrication de véhicules électriques. Donc comme le premier ban avait relativement bien fonctionné sur les flux financiers qui étaient venus financer des usines métallurgiques, je pense que ce nouveau ban a pour vocation d'inciter les investisseurs, principalement chinois, à venir développer une industrie de transformation secondaire sur leur territoire. Alors l'autre élément qu'on invoque pour expliquer cette envolée du cours du nickel, c'est aussi la fermeture de cette usine en Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette usine chinoise, pour des raisons de pollution. Ça peut avoir aussi un effet effectivement sur le cours du nickel ou c'est moindre? Non, à mon avis, c'est beaucoup plus anecdotique. Depuis quelques années, certaines autres usines ont fermé. Pour autant, ça n'a pas eu énormément d'impact sur les cours du LME. Et enfin, l'autre élément, c'est les stocks mondiaux du nickel qui sont assez bas pour l'instant. La raison? Alors, effectivement, on était sur un marché déficitaire depuis plusieurs années. Donc, les stocks, particulièrement les stocks LME, ont largement diminué. Au départ, en partie compensé par la constitution de stocks au niveau de Shanghai, qui n'existait pas auparavant. Ce qui est un peu plus inquiétant aujourd'hui, donc on est à des niveaux relativement bas en termes de semaines de consommation. On est sur du 6 à 8 semaines de stock, ce qui est très très bas, qui n'était pas arrivé depuis 2007, je crois. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il semblerait, les chiffres sont difficiles à confirmer, qu'il y ait une augmentation des stocks de produits finis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie chinoise, malgré le ralentissement économique mondial et malgré la guerre économique qu'ils mènent avec les États-Unis, les Chinois ont fait le choix de continuer à produire pour soutenir leur activité, quand bien même ils ne seraient pas capables de vendre leurs produits finis. Donc c'est à suivre avec beaucoup d'attention, à mon avis. Alors donc les cours ont atteint leur plus haut niveau depuis 5 ans, 18 000 dollars la tonne. Ça donne quoi par rapport à ce qu'a atteint le nickel ces derniers temps? Est-ce que c'est vraiment un cours exceptionnel? Alors, il ne faut pas oublier de regarder le taux de change également du dollar, qui est très très favorable aujourd'hui, puisque le dollar se renforce.
Lors du premier ban indonésien, donc en janvier 2014, les cours avaient également flirté avec les 20 000 $. Je vous rappelle cependant, les cycles du nickel ne sont pas censés se ressembler, mais cette embellie n'avait duré que 6 mois avant que le LME ne retombe à un plus bas dramatique pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, bon, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la Nouvelle-Calédonie essentiellement. Quelles sont les conséquences pour la Calédonie de ces cours de nickel? Pour les exportateurs notamment, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors on ne va pas bouder notre plaisir. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Il faut saisir l'opportunité de pouvoir dégager un peu plus de marge et souffler un peu. Il faudra être très prudent. Il serait, à mon avis, très présomptueux de penser que ça puisse durer longtemps. Il ne faut absolument pas le prendre comme hypothèse budgétaire. Il faut en profiter. C'est peut-être pour une courte durée, nous ne le souhaitons pas. Il faut, à mon avis, thésauriser et puis préparer l'avenir qui sera peut-être moins lumineux. De toute façon, les quotas d'exportation ne vont pas augmenter pour autant de la part de la Nouvelle-Calédonie. Non, alors il faut savoir qu'il y a une certaine inertie sur les mines également. On ne peut pas doubler la production en 2 semaines. Et puis de toute façon, les quotas export sont très encadrés par des arrêtés du gouvernement. Et on ne souhaite pas revenir là-dessus. C'est contraire au code minier qui prévoit que l'on exploite en bon père de famille. Donc pas d'emballement. On ne doit pas faire un plan minier, une séquence minière, ni même un business plan sur le LME qui, par définition, est volatile et imprévisible. Le premier ban indonésien avait eu des bonnes conséquences pour la Nouvelle-Calédonie ou ça avait été relativement faible? Oui, alors la première bonne conséquence avait été que il nous avait ouvert les yeux sur l'opportunité de pouvoir vendre en Chine, puisque les prix du minerai s'était également envolé et la demande chinoise avait explosé. Et puis, comme je vous l'ai dit, le LME était remonté à des niveaux sensiblement équivalents à ceux d'aujourd'hui. C'est toujours mieux que quand le LME est à 9 000 $. Donc, encore une fois, ne boudons pas notre plaisir et profitons-en. Bonne opportunité pour les exportateurs et pour les opérateurs, la SLN, Vale et KNS. Les conséquences de cette envolée des cours, ça ne va pas de toute façon le redresser complètement. On connaît les difficultés de ces différentes usines. Non, alors c'est effectivement un très beau bol d'air, il faut en profiter comme nous en profitons. Il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, plus de la moitié des transformateurs, des métallurgistes, ont des coûts de revient qui sont en dessous de 11 ou 12 000 $. Les nouveaux investissements en Indonésie, en Chine, concernent des usines qui ont également des cash costs qui sont très bas. Donc ça ne les dispense pas de poursuivre leur plan d'amélioration et de compétitivité, puisque je ne le souhaite pas, mais encore une fois, il faut le prévoir, si les cours redescendent, ils resteront exposés. Donc une bonne nouvelle, mais on reste prudent, hein, pour résumer. Thibaut Marthelin, est-ce que vous pouvez également nous dire un mot sur le cobalt? Il y a un auditeur qui nous posait la question tout à l'heure en disant on parle des cours du nickel qui sont à la hausse, mais ceux du cobalt sont à la baisse. Oui, alors ce n'est pas ma spécialité, mais oui. Je vais essayer d'apporter une réponse à votre question. L'embellie du cobalt avait été largement portée par les espoirs d'une augmentation de la demande pour des batteries électriques. Pareil, exactement comme le nickel. Il se trouve qu'en fait, pour faire une voiture, il ne faut pas qu'elle coûte cher. Donc, si les constituants de votre voiture commencent à coûter cher, il faut trouver des alternatives. Le cobalt était devenu trop cher, on l'a remplacé par du nickel, les cours du cobalt se sont effondrés. De la même façon, pour ceux qui spéculent sur la valeur du nickel à moyen terme pour son utilisation dans des batteries, si le nickel devient trop cher, il sera remplacé par un métal moins cher. Voilà pour toutes ces précisions, Thibaut Marthelin, directeur des mines Ballondes, président du syndicat des exportateurs de minerais. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.